Merci Jérôme pour cette introduction et merci à l'équipe Oscar de m'avoir invité. Je vais vous parler aujourd'hui de la contribution des micro-organismes au transfert d'éléments vers les écosystèmes de surface. De façon très schématique, la zone critique se situe à l'interface de plusieurs grands ensembles comprenant la lithosphère, l'atmosphère et la biosphère, et le terme zone critique regroupe un large spectre d'environnement et de nombreux compartiments. Je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement d'échanges élémentaires se déroulant au sein du régolithe, formés à partir de matériaux issus de la croûte continentale et qui servent de support aux écosystèmes de surface. Afin de mieux caractériser ces échanges élémentaires, je vous propose de regarder de plus près ces différents ensembles. La croûte continentale a une composition moyenne d'oxyde de silicium et d'aluminium qui contient un certain nombre d'autres éléments moins abondants tels que le fer ou le phosphore. La biomasse des écosystèmes de surface est quant à elle constituée de molécules organiques dont je vous donne ici quelques exemples représentatifs avec l'ATP qui constitue le support de l'énergie des organismes vivants, une protéine, l'ubiquitine et la chlorophylle au cœur du processus de photosynthèse. Comme vous le savez, ces molécules sont principalement synthétisées à partir de carbone, ici en noir, d'oxygène en rouge et d'azote en bleu. Les différents éléments qui constituent cette biomasse proviennent essentiellement de l'atmosphère, via la photosynthèse et la fixation de l'azote, qui transforme le CO2 atmosphérique et le diazote en molécules organiques. En revanche, si on regarde plus en détail et qu'on met de côté les processus de recyclage, la biomasse contient également un certain nombre d'éléments, notamment des oligoéléments, présents en plus faible quantité qui sont tout aussi essentiels. Si on reste sur l'exemple de la chlorophylle dans un environnement carencé en magnésium, où le magnésium devient limitant, on peut voir apparaître un phénomène de chlorose qui se caractérise par une décoloration des feuilles telle que vous pouvez le voir sur cette image. La photosynthèse ne fonctionne plus correctement. Cet exemple illustre que sur le long terme, les processus d'altération constituent un élément essentiel à la constitution de la biomasse. On note que ce flux, représenté ici par la flèche en vert, n'est pas trivial, car il implique la libération, puis l'assimilation des éléments par les organismes, mais on va revenir sur ce point tout de suite. Ce flux intègre également les apports particuliers atmosphériques, qui peuvent représenter un apport nutritif majeur dans certains environnements tropicaux par exemple, comme le bassin amazonien. Voici donc de façon très schématique comment on forme les écosystèmes de surface à partir de la lithosphère et de l'atmosphère. Le message clé est que ces écosystèmes ont besoin pour se constituer d'un certain nombre d'éléments issus de la croûte continentale, et ces éléments sont essentiels à leur développement et peuvent ainsi s'avérer limitants. On peut donc dire qu'intuitivement, le vivant a tout intérêt à aller chercher ces éléments de façon proactive, en particulier dans le cas d'un système qui n'est pas à l'état stationnaire, mais qui cherche à constituer sa biomasse. Vous avez ici une représentation simplifiée d'un ensemble plus complexe de réactions dont je vais vous parler aujourd'hui, qui inclut la production de nutriments inorganiques et leur assimilation par les écosystèmes. Le processus de dissolution et de libération des éléments des roches est un processus spontané. Ces roches sont formées dans des conditions de température et de pression qui font que lorsqu'elles sont exhumées par des processus tectoniques, elles sont en déséquilibre thermodynamique vis-à-vis des conditions de surface, et elles vont se dégrader et former le régolithe que nous connaissons à l'interface lithosphère-atmosphère. La vitesse de dissolution abiotique des roches, que vous avez représentée ici en rouge, dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la température, le pH, et plus généralement la distance à l'équilibre thermodynamique, contrôlée par les différentes concentrations en solution. Un certain nombre de modèles ont été établis pour prendre en compte l'effet du vivant dans les processus de dissolution. Il y a d'une part les modèles apparents, qui cherchent à fitter les données de terrain pour rendre compte de l'accélération de l'altération par le vivant, sans chercher à comprendre les mécanismes sous-jacents. Comme vous pouvez le voir cependant, les données qui servent à caler ce type de modèle peuvent encore être améliorées. Il y a d'autre part des modèles plus mécanistiques qui rendent compte de l'effet du vivant sur les différentes variables mentionnées plus haut, telles que le pH ou la saturation, mais de façon simplifiée. Il y a notamment des processus de rétroaction, ainsi que des facteurs écologiques qui sont ici passés sous silence. En conclusion, on a donc besoin premièrement de mesures plus précises de l'altération biotique, et deuxièmement d'une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents. Avec ces objectifs en tête, je vous propose de commencer par vous expliquer pourquoi on s'intéresse particulièrement aux micro-organismes, et dans quelle mesure ils jouent un rôle central dans ces échanges élémentaires à l'entrée de la zone critique. Nous verrons dans un second temps les méthodes que nous avons développées pour quantifier in situ les flux d'altération associés, puis nous verrons quelques perspectives ouvertes par ces nouveaux outils et quelques contextes d'application. Comme on vient de le voir, la vision classique attribue à l'action combinée des processus tectoniques et de l'altération chimique la libération des nutriments inorganiques. Si on regarde de plus près, on retrouve à l'interface sol-plante notamment une myriade de bactéries auxiliaires et de champignons dont certains établissent une relation symbiotique avec la plante. C'est le cas notamment des champignons endo- et ectomycorhiziens. Ces micro-organismes, qui se positionnent à l'interface sol-plante, jouent un rôle essentiel dans l'acquisition des nutriments par les plantes. Il a été démontré que ces organismes permettent d'influencer, si ce n'est de contrôler la vitesse de dissolution des minéraux, grâce à leur métabolisme,
en produisant des protons, des hydroxydes ou des ligands, en modifiant le potentiel redox, ou par la création d'environnements chimiques locaux via la production d'exopolysaccharides et la formation de biofilms. Cette augmentation de la vitesse peut être mise en évidence en laboratoire. C'est ce que nous avons fait sur le bassin versant du Streinbach, observatoire de la zone critique, membre de l'infrastructure de recherche OSCAR, sur lequel nous avons récupéré des solutions de sol que nous avons mis en contact avec des surfaces minérales par l'intermédiaire de ce dispositif. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, la colonisation des surfaces minérales par les micro-organismes issus de ces solutions de sol a pu être mis en relation avec une augmentation apparente de la vitesse de dissolution de l'ordre de 30%. Cela constitue une illustration parmi d'autres de la possibilité dans certains contextes pour les micro-organismes d'influencer voire de contrôler la vitesse de dissolution des minéraux. Par ailleurs, les micro-organismes sont d'un intérêt particulier car ils possèdent une adaptabilité et une versatilité que les plantes n'ont pas. Ils sont capables de réagir à un grand nombre de stimuli, que ce soit dans le cadre de la rhizosphère, qui constitue une niche écologique à part entière, comme discuté plus tôt aujourd'hui, ou à proximité des surfaces minérales, qui constituent également un facteur de contrôle de la composition des communautés microbiennes, comme montré par exemple par les travaux de Stéphanie Rose à l'INRA de Nancy. En effet, les caractéristiques des interfaces minérales contribuent fortement à la composition des communautés microbiennes qui les colonisent, comme nous avons cherché à le mettre en évidence dans cette étude de terrain sur le bassin versant du Streinbach. Par ailleurs, d'autres travaux ont mis en évidence que certaines plantes sont capables de réguler la composition de leur rhizosphère de façon à sélectionner les micro-organismes qui favorisent leur croissance dans un environnement donné. Nous avons donc vu dans cette première partie comment les micro-organismes peuvent jouer un rôle essentiel dans la formation des écosystèmes de surface à partir d'éléments issus de la croûte continentale. Nous avons vu qu'ils sont notamment capables de contribuer au processus d'altération, de s'impliquer dans les processus de symbiose avec des plantes par exemple, qui favorisent les échanges élémentaires, et qu'ils sont capables d'adaptation en réponse d'un certain nombre de stimuli, que ce soit de la part de la plante au sein de sa rhizosphère ou par rapport aux surfaces minérales qu'il rencontre. Ces observations posent cependant un certain nombre de défis. On doit composer avec des populations microbiennes qui ont une dynamique qui leur est propre, ainsi qu'une altération microbienne locale, à l'échelle du micron, et des échanges qui peuvent rester transparents aux traceurs utilisés classiquement sur le terrain. Avec ces contraintes en tête, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a cherché à quantifier in situ, sur le terrain, les contributions biotiques et abiotiques au flux d'altération. Comme on l'a vu précédemment, on a en laboratoire un système contrôlé avec des expériences témoins, pour lequel on peut donc mesurer la vitesse d'altération par une simple mesure de concentration en solution qui dépend d'un nombre limité de facteurs. Sur le terrain, en revanche, trouver un traceur de l'altération biotique n'est pas trivial. C'est pour cela que nous avons mis en place une technique de mesure simple et directe qui consiste à extraire des minéraux primaires, à préparer leur surface et à mesurer la vitesse de dissolution par mesure de topographie en interférométrie à balayage vertical ou en microscopie à force atomique. C'est un peu de cette même façon que l'on caractérise les processus d'érosion sur des plus grandes échelles d'espace, sauf que dans notre cas, on regarde des retraits qui sont nanométriques. On peut donc sonder en l'espace de quelques mois des vitesses de dissolution qui sont de l'ordre de 10-12 moles par mètre carré par seconde. Nous avons appliqué cette technique sur le bassin versant du Streinbach, sur lequel nous avons mesuré la vitesse de dissolution au sein de plusieurs compartiments de la zone critique. Je vais me focaliser ici sur les résultats que nous avons obtenus sur un profil de sol au niveau de la hêtraie. En plus des mesures représentées ici par les points de données en orange, nous avons pu mesurer un retrait de surface théorique qui correspond à la courbe continue bleue grâce aux données récoltées sur le terrain par l'OHGE, que ce soit la température ou la composition des solutions de sol, dont nous nous sommes servis comme données d'entrée pour le modèle d'altération WITCH. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, cette étude a mis en évidence un écart laboratoire-terrain qui ne peut pas s'expliquer par une mauvaise prise en compte de la température ou du pH effectif, qui sont des données d'entrée de notre modèle, recueillies dans notre cas à l'endroit précis des mesures. Nous avons en revanche réussi à expliquer cet écart entre mesure et prédiction théorique en regardant de plus près la fonction décrivant l'effet de l'écart à l'équilibre chimique sur la vitesse de dissolution. Sans rentrer dans le détail, si on remplace la relation par défaut dérivée de la théorie de l'état de transition par une fonction expérimentale, on parvient à reproduire les taux d'altération mesurés, ce qui correspond à la courbe continue bleu clair que vous avez ici. Voilà donc pour la mesure des flux d'altération biotique grâce à cette méthode. Qu'en est-il des flux d'altération biotique ? Je vais passer pour cela à l'horizon organique, qui est plus riche en micro-organismes et sur lequel on a été capable de quantifier la proportion du flux d'altération en corrélant d'une part la position des micro-organismes sur la surface avec des figures d'altération locale, et d'autre part via une analyse fine de la topographie de surface. Cette analyse nous a permis de déconvoluer la proportion du flux d'altération liée à l'action de ces micro-organismes, comme vous pouvez le voir ici,
tandis que le séquençage et l'analyse de l'ADN fongique retrouvé sur les surfaces de ce même minéral nous a permis d'attribuer ce flux d'altération biotique à une espèce particulièrement enrichie du genre Verticillium. On peut donc établir sur la base de cette méthode des scénarios acteurs, mécanismes et flux de l'altération biotique. Nous avons donc vu dans cette partie comment quantifier in situ les flux d'altération grâce à une approche simple. Je vous propose à présent d'aborder quelques perspectives ouvertes par ces nouveaux outils et quelques contextes d'application. Le premier exemple que je souhaitais mentionner concerne l'étude des séquences primaires qui correspondent aux surfaces exhumées juste après le retrait glaciaire. Ce sont des surfaces qui comportent des bactéries, des champignons, mais qui sont dépourvues de plantes et qui représentent donc un système simplifié sur lequel on va pouvoir vraiment cibler l'action des micro-organismes. C'est par ailleurs un système analogue au stade précoce de la pédogenèse, c'est-à-dire de la formation des sols. Il a été établi que ce sont des milieux pour lesquels l'altération microbienne est active et pour lesquels l'effet du substrat minéral a un impact significatif sur la composition des communautés microbiennes. Sur cette base, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions, notamment concernant les éléments qui vont s'avérer limitants dans ce genre d'environnement. C'est ce que l'on a cherché à faire dans le cadre de la senior thesis de Celia, étudiante à Princeton. Elle a échantillonné la région proglaciaire du glacier du Mont Perdu dans les Pyrénées, dont la minéralogie est dominée par les grès de Marborée et les calcaires de Gallinera. Après analyse de l'ADN microbien, elle a mis à réagir ces échantillons dans des colonnes, et elle cherche à présent à déterminer les facteurs contrôlant les cinétiques d'altération et le relargage en solution d'éléments limitants. Un deuxième exemple concerne l'altération minérale en milieu tropical. Pour ces environnements en contexte basaltique, il est connu que l'altération procède dans un premier temps par l'oxydation des phases porteuses de fer-2 qui vont ouvrir la porosité de ces milieux et permettre leur altération efficace selon des mécanismes acido-basiques. Il était supposé jusqu'à présent que cette altération procédait via la diffusion du dioxygène dans ces environnements, tandis qu'une série d'études récentes démontre l'impact significatif de l'oxydation enzymatique par des bactéries ferro-oxydantes chémolithotropes sur ces processus. Il a par ailleurs été observé que cette oxydation enzymatique crée des nanophases de fer de type ferrihydrite. Des processus microbiens similaires ont été mis en évidence sur des sites du réseau OSCAR, notamment le site de Plumeur, dans l'ouest de la France. Pour étudier ces processus, nous avons mis en place dans le cadre du stage de Stanley Shaw l'an passé, une technique qui permet de combiner mesures de topographie, donc mesures de vitesse de dissolution, avec des méthodes de diffusion aux petits angles, qui permet de caractériser la structure et la texture de ces phases néoformées aux interfaces, dans le but de pouvoir caractériser leur effet sur le confinement des fluides aux interfaces et donc de potentiels effets de passivation, qui ont pour effet de diminuer la vitesse d'altération, tandis que ces méthodes pourraient être employées à terme dans l'analyse de ces phases comme marqueurs de l'altération biotique. Pour finir, très rapidement, voici un exemple d'application à une problématique sociétale qui constitue une autre catégorie d'application des observatoires de la zone critique. Dans cette étude, nous cherchons à évaluer la faisabilité de la capture de carbone atmosphérique par la dissolution de minéraux silicatés répandus sur des surfaces agricoles, telle qu'elle est proposée sur la base d'estimations théoriques par un nombre croissant d'études. Tandis que ces études se sont principalement focalisées sur l'évaluation de la rentabilité de ces nouvelles méthodes par rapport à d'autres techniques de capture et de séquestration de dioxyde de carbone, nous allons nous attacher à des aspects plus fondamentaux, tels que les facteurs qui contrôlent les vitesses de dissolution dans ce genre d'environnement. D'autres aspects liés aux sciences humaines et sociales seront également explorés grâce à une équipe pluridisciplinaire. Voilà, pour finir, j'espère que cette troisième partie aura permis d'illustrer comment est-ce que les méthodes de mesure que nous avons mis en place peuvent contribuer à des problématiques aussi diverses que l'étude des processus de pédogenèse dans des environnements proglaciaires, l'étude de l'altération en milieu tropical ou dans les aquifères de surface, et à l'évaluation critique de pratiques à fort impact sociétal, telles que la capture et la séquestration de carbone atmosphérique. Merci à vous pour votre attention. Je tiens également à remercier mes collaborateurs à l'Université de Princeton, l'Université de Strasbourg, au Lawrence Berkeley National Lab, ainsi qu'au CSIC de Barcelone. Merci aux infrastructures qui soutiennent ces travaux, telles que l'infrastructure de recherche OSCAR, ainsi qu'aux organismes qui financent ces recherches. Merci à vous.